Dans un documentaire consacré à Marlène Dumas, il y a une scène très éloquente. L'artiste est filmée à l'intérieur de son atelier. Toute vêtue de noir, elle se saisit d'une grande feuille de papier aquarelle, la secoue et la dépose sur le sol. Puis elle s'assoit sur un tabouret, laisse tomber son visage sur la paume de sa main et soupire. Le plan d'après, Dumas est en action. Son pinceau est serré entre ses doigts, suspendu, en attente d'un ordre ou d'une idée. Dumas est alors agenouillé par terre, plié en deux sur la feuille, comme sur le point d'y plonger. Tout est là, contenu dans cette image. On y voit la confirmation de tout ce qu'on peut imaginer lorsqu'on parcourt le premier étage du Palazzo Grassi à Venise, devant ces tableaux comme Intoxication ou Magdalena. Car la relation que Marlène Dumas entretient avec ses sujets, qu'il s'agisse d'un enfant, d'une stripteaseuse ou de Pasolini, ce rapport n'est pas contemplatif, mais viscéral. C'est un véritable corps à corps, où fidélité et trahison, vérité et mensonge, désir et rejet se succèdent avec frénésie, comme autant de particules en collision à l'intérieur d'un atome. Une sorte de tendresse est un podcast de Cora Media, à l'initiative du Palazzo Grassi, collection Pinault à Venise. Open End, la grande exposition monographique consacrée à Marlène Dumas au Palazzo Grassi, est une première en Italie. Pénétrer dans le labyrinthe de l'imagination de cet artiste hors norme peut se faire de deux façons, promptement, au galop, ou en rampant comme un léopard. Le conseil vient d'une poétesse et autrice qui partage avec Marlène Dumas son prénom et son pays de naissance, Marlène van Niekerk. Saisir l'essence du travail de Dumas n'est pas chose facile selon elle, que ce soit au galop ou en rampant. De son œuvre ressortira toujours une agitation, une inquiétude, comme si la surface de la toile était en perpétuelle ébullition, comme si la couleur n'était que fourmillement. Marlène Dumas est née le 3 août 1953, dans la région de Cowes River, un territoire semi-rural situé à 25 km du Cap, en Afrique du Sud. Sa mère, Elena, était femme au foyer, et son père, Johannes, possédait un vignoble. À la maison, on parlait l'Afrikaans, la langue métissée utilisée par les descendants des colons hollandais arrivés au XVIIe siècle. Une langue à part entière, fille du néerlandais, contaminée par les dialectes africains comme le bantou ou encore par le portugais. Son père, décédé alors que Marlène n'était qu'une enfant, travaillait dans le petit vignoble de Jacobsthal, propriété de la famille depuis 1916. J'ai grandi dans une ferme où mon père faisait du vin. J'aimais grimper aux arbres, jouer avec mes deux frères. Et je dois dire que j'aimais bien être un enfant, même si je n'aimais pas tellement aller à l'école. Ça, c'était une autre histoire. Et brusquement, à la mort de mon père, lorsque j'avais 12 ans, je suis allée vivre dans un pensionnat, dans la ville de Stellenbosch, une ville très afrikaneur, pleine de professeurs et d'universités. Et moi, j'avais grandi à Cowes River, un petit bled de province, le genre de ville où il n'y a qu'un bar, un médecin, etc. Vous voyez, ça n'a d'ailleurs pas beaucoup changé depuis. Aujourd'hui encore, Cowes River et Jacobsthal sont considérés comme des zones très calmes, où la vie est scandée par les rythmes du travail agricole. Sur les photos en ligne sur Internet, on peut voir de grandes étendues de terre verdoyantes, une chaîne de montagnes à l'horizon. Nous sommes dans la province du Cap occidental, la pointe la plus au sud du continent africain. En parcourant les images sur l'ordinateur, on a l'impression d'une terre ancienne, encore vierge. Et pourtant, toujours selon Marlène van Niekerk, ce n'est pas tant la nature, mais le paysage mental de l'Afrique du Sud qui a exercé sur l'artiste une profonde influence.
Si l'on se penche sur le paysage moral et éthique de ce pays, il faut rappeler que c'est une zone contestée, qui est connue sous le nom d'Afrique du Sud. Le nom même d'Afrique du Sud est contesté. Il a toujours fait l'objet de questionnements, de critiques, de doutes. S'agissant d'une ancienne colonie, aujourd'hui post-colonie, la controverse ne s'est jamais vraiment apaisée et se poursuit à ce jour. Je pense que grandir dans un tel endroit pour tout un tas de Sud-Africains, quelle que soit leur sensibilité ou leur classe sociale, y compris les classes privilégiées comme pour Marlène Dumas et moi-même, même pour nous, cela nous a rendus plus lucides, plus conscients. Et nous avons ainsi développé une sorte de boussole, non seulement pour les questions éthiques et morales et les ambiguïtés de la vie, mais aussi pour tous les mythes et les illusions auxquels les gens qui vivent dans ce contexte s'accrochent pour se donner un sentiment de sécurité. Entre légendes dorées et péchés originels, chaque nation se raccroche à ses mythes fondateurs. Le récit national façonne les peuples en créant un imaginaire commun, parfois fantasmatique ou révisionniste. Dans cette perspective, on peut se demander quel a été le poids de la langue et de la culture afrikaans sur la génération de Marlène Dumas. La langue et la culture afrikaans sont également des éléments contestés dans le paysage ambigu de l'Afrique du Sud. La culture afrikaans est, dans une large mesure, une construction, particulièrement pendant le régime d'apartheid. Les politiciens de cette époque avaient conçu la culture afrikaans comme cultuurvolk, au sens germanique de l'expression. Ils affichaient de grandes ambitions culturelles pour le peuple, avec une vision eurocentrique et très élitiste de l'art, de la musique, et ainsi de suite. Mais il faut bien se rappeler que l'Afrique du Sud est un pays lointain et isolé. Et cette ambition en elle-même était totalement absurde, une vraie folie. Donc, quand on parle de langue afrikaans, il faut bien comprendre que Marlène Dumas a ce bagage-là dans la tête. D'ailleurs, c'est l'anglais qu'elle choisit comme principal véhicule pour ses titres ambigus et ironiques. Ce que je peux dire, en tout cas, c'est que tous les enfants afrikaans ont grandi avec la Bible, avec les images kitsch contenues dans la Bible. Ils n'ont pas grandi avec le Caravage. Ils ont grandi avec des dessins kitsch du Christ sur la croix. À Keols River, dans les années 50 et 60, les distractions n'étaient pas nombreuses. On pouvait aller au cinéma, s'asseoir et regarder un film, mais on n'était pas dupe. On savait bien que la programmation était censurée par une commission spéciale, appelée Directorate for Publications. La littérature et les romans faisaient aussi l'objet d'une censure puritaine de la part de l'Axi Morale Standard, une authentique commission de moralité. La République d'Afrique du Sud n'était pas un pays comme les autres. En 1948, 5 ans avant la naissance de Marlène Dumas, un nouveau gouvernement avait proclamé le régime de ségrégation. L'apartheid avait institué des écoles pour les Blancs et des écoles pour les Noirs, des hôpitaux pour les Blancs et des hôpitaux pour les Noirs. Les mariages mixtes étaient interdits, et avec l'Immorality Amendment Act, les relations sexuelles entre Blancs et Noirs devenaient un crime. Pour aller travailler dans les centres-villes, les travailleurs noirs devaient exhiber un laissez-passer. Le soir, ils étaient tenus à retourner dans les townships, ces ghettos de banlieue où la majorité noire était assignée à résidence. C'est là qu'a grandi Makwena Modimola, né non loin de Pretoria, aujourd'hui gestionnaire de prestations à l'école d'administration OR Tambo.
Je suis née en 1969 à Mamelodi, un township à 20 km de la capitale de l'Afrique du Sud, Pretoria. Les townships étaient réservés aux Noirs qui offraient leur travail aux Blancs, la minorité du pays. La vie y était très difficile. Les Noirs n'avaient pas le droit d'être propriétaires. Ils étaient condamnés à être des locataires permanents chez eux. J'ai commencé l'école en 1975. L'année d'après, j'ai été témoin de la révolte de 1976, qui a commencé à Soweto et s'est étendue à la plupart des townships du pays. Il y avait beaucoup de soldats, de policiers, qui tuaient ou enlevaient les manifestants. La plupart étaient des lycéens, et beaucoup ont quitté le pays pour continuer le combat en exil. Mes parents, mon père et ma mère, ont enduré la période la plus brutale de l'apartheid, où n'importe quel blanc faisait la police. Ils pouvaient ordonner de changer de trottoir, décider dans quel magasin vous aviez le droit de faire des achats, vous dire quoi acheter, quoi non, quel type de travail vous deviez faire. Aujourd'hui encore, les disparités sont toujours là, et elles sont difficiles à corriger, à changer. Même si les choses se sont améliorées pour la plupart des Noirs, supprimer un système qui est enraciné depuis 300 ans ne va pas être facile. Enfant, Marlène Dumas était très proche d'une femme noire qui travaillait dans la maison familiale. Entre elles, il y avait une profonde et mutuelle affection. En dépit de ce lien très fort, elles ne pouvaient ni manger ensemble, ni même s'asseoir à la même table. Au premier étage du Palazzo Grassi est exposé un tableau de l'artiste qui s'intitule « The White Disease », la maladie blanche. Il représente un visage ravagé par une maladie de peau. The White Disease is a painting that The White Disease est un tableau que j'ai peint dans les années 80. Souvent, les gens en parlent comme d'une réaction à l'apartheid. En réalité, je crois que ce tableau a un sens beaucoup plus large. En fait, il aborde la question blanche dans son ensemble. Parce que si l'on pense, par exemple, aux nazis, ils n'ont pas seulement discriminé les juifs, mais aussi les noirs. En fait, ils ne voulaient que des blancs, tout comme le Ku Klux Klan et ainsi de suite. Et malheureusement, ce problème existe toujours. Pour moi, la maladie blanche est une œuvre importante. Lorsque j'ai recommencé à peindre dans les années 80, j'ai décidé de faire des portraits dans lesquels le visage humain servait à communiquer quelque chose de plus large, quelque chose de politique, mais pas au sens strict des partis. En fait, je crois que c'est une des œuvres qui a le plus frappé. À la fois pour son titre, les titres sont très importants pour moi, mais visuellement aussi. Lorsqu'elle n'était qu'une enfant, Marlène Dumas aimait déjà dessiner et collectionner des photos. Parmi les croquis que la petite Marlène avait l'habitude de faire en utilisant des paquets de cigarettes comme support, il en est un particulièrement poignant qui date de 1963, alors qu'elle n'a que 10 ans. On y voit 10 candidates du concours Miss Monde, en maillot de bain, de face ou de profil, brunes, blondes, rousses, avec un look à la Elizabeth Taylor, vous savez, ces coiffures typiques et volumineuses des années 60. Chaque maillot de bain a une coupe, un tissu, une couleur et une texture différentes. Les formes des corps sont celles des pin-up à la mode. On a retrouvé la retransmission intégrale de cette soirée sur Internet, et c'est impressionnant. Au moment précis où les candidates de la Colombie, de Ceylan et du Danemark s'alignent sur la scène, on reconnaît l'instantané immortalisé par la petite Marlène sur un morceau de carton.
Quand j'étais jeune, écrivait Marlène Dumas en 1996, toutes les Miss Monde se ressemblaient. Aucune Miss Noire, aucune Chinoise, Ghanéenne ou Japonaise n'aurait jamais gagné. C'étaient toujours des filles de type américain blanc qui étaient considérées comme les plus attirantes. L'intérêt pour le dessin pousse Marlène sur la voie de l'art et de l'expression. En 1972, elle s'inscrit à l'école des Beaux-Arts au Cap. Elle commence à s'intéresser à l'art conceptuel, le body art et la performance, et en 1973, elle se met à la peinture. Grâce à un professeur de photographie, Dimitri Nicolas Vanourakis, elle découvre le travail d'une photographe new-yorkaise qui s'est suicidée il y a peu, Diane Arbus. Cette dernière avait eu une carrière très originale, en photographiant des personnages excentriques. Des femmes habillées en hommes, des hommes habillés en femmes, des individus aux oreilles exagérément décollées, des nains, des artistes de cirque. Marlène Dumas a d'ailleurs quelque chose en commun avec Diane Arbus, l'absence totale de jugement. Nicolas Vanourakis, l'ancien maître de Dumas au Cap, a dit un jour qu'il appréciait chez son ancien élève sa façon effroyablement libre de regarder, de demander, de pointer, d'interroger, de se moquer, de risquer et de plaisanter. En 1976, Dumas quitte l'Afrique du Sud pour toujours. À bord de l'avion qui survole les villes et les déserts du continent africain, puis les eaux de la Méditerranée, elle laisse derrière elle la pointe sud de l'Afrique pour rejoindre un autre hémisphère et remonter vers le nord, jusqu'à Amsterdam, où elle vit encore aujourd'hui. Quand j'ai fini mes études à l'université du Cap, j'ai fait une demande de bourse et je l'ai obtenue pour aller étudier 2 ans à l'étranger. Je ne pensais pas l'avoir. J'ai été très surprise. À cette époque, pour l'art moderne, l'endroit le plus intéressant, c'était New York. La France, c'était du passé, Picasso et les autres. Quitte à aller quelque part, il fallait aller à New York. C'est ce qu'on croyait. Mais je n'étais pas prête pour New York. Et je n'aimais pas tellement la politique américaine à l'époque. En fait, pour être honnête, j'avais peur d'aller à New York. J'avais peur du monde de l'art new-yorkais. Parce que je n'étais pas du tout sûre de ce que je voulais faire. Donc je préférais commencer par l'Europe. Et grâce à ma proximité avec la langue néerlandaise, je pouvais me sentir plus à l'aise en Hollande. Donc, voilà, ils m'ont accepté. J'ai remercié le ciel et je me suis dit, allons-y et voyons ce qui se passe. Et quand je suis arrivée aux Pays-Bas, ça a été... c'était la première fois que je quittais l'Afrique du Sud. J'avais peur de me perdre dans les supermarchés. Dans les années 60 et 70, Amsterdam est fréquentée par les hippies du monde entier. La ville est devenue un sanctuaire progressiste et libertaire, le centre magique de l'Europe, le Magisch Centrum, rien de moins. La culture et les arts vivent une période de grand chamboulement, miroir d'une société qui change à toute vitesse. Entre les ponts et les canaux d'Amsterdam, des artistes tels que Gilbert and George font leurs premiers pas. En 1969, en costume cravate et le visage recouvert d'une peinture dorée, ils exposent leur corps comme une sculpture vivante au musée Stedelijk. Tandis qu'en 1976, l'artiste Sol LeWitt produit une œuvre minimaliste et lapidaire, Cut, un plan d'Amsterdam froidement découpé en triangles. C'est dans ce contexte que la jeune Marlène Dumas, alors âgée de 23 ans, débarque dans la ville. Ce qui était formidable dans le monde de l'art en Hollande, ce n'était pas la peinture en soi,
que je ne trouvais pas très excitantes, mais bon. Il y avait Stanley Brown, tous ces gars-là, Marina Abramovic et les performances, même si ce n'était pas vraiment mon truc. Et surtout, il y avait tout le monde du porno. J'ai enfin pu voir Gorge profonde. En Afrique du Sud, tout était censuré. Donc au début, je n'étais pas très intéressée par les musées. Je voulais juste lire tous les livres et voir tous les films qui m'avaient été interdits. Donc ce fut pour moi une période très excitante. Durant ses premières années aux Pays-Bas, Marlène Dumas fréquente les Ateliers 63, une école d'art indépendant née en 1963 à Haarlem et qui existe encore aujourd'hui. L'école avait été fondée par un groupe d'artistes insatisfaits par l'enseignement académique et désireux de créer un environnement plus dynamique où se rencontrer et échanger des idées. Il se passait pas mal de choses à l'époque, lorsque j'ai commencé à étudier aux Ateliers 63. Même si j'étais un peu déçue, j'aurais aimé rencontrer des gens du calibre de Pasolini ou Andy Warhol. J'étais jeune, vous savez, j'avais 23 ans et plein de rêves dans la tête. Mais bon, les Hollandais étaient un peu condescendants avec les Sud-Africains. À cause de la politique de notre pays, on était mal jugés. Quant à moi, je trouvais les artistes hollandais un peu trop naïfs. Et je dois dire que j'étais un peu déçue. Mais, en fin de compte, dans l'ensemble, c'était tout de même assez merveilleux d'être là. À 25 ans, Marlène Dumas participe à l'exposition Atelier 15 au musée Stedelijk. Et en 79-80, poussée par une soif de connaissance qui va bien au-delà du monde de l'art, elle décide de s'inscrire à la faculté de psychologie. Les premières œuvres de Dumas se rapprochent en effet de l'art conceptuel. Elles ont un caractère expérimental qui prend souvent la forme d'un collage ou d'une installation. Pendant 5 ans, entre 1980 et 1985, elle cesse de peindre et se limite au dessin. En 1982, elle participe à l'exposition Documenta de Cassel. À Amsterdam, elle fréquente les artistes dans le vent. Les grandes galeries d'art contemporain n'étant qu'au nombre de 2, tout le monde se connaît, fréquente les mêmes lieux, fait la fête ensemble. Dumas a l'habitude de photographier ses amis avec un Polaroid. C'est sa façon à elle de tenir un journal intime. C'est de l'une de ces photos qu'est tiré un tableau de 1985, De hele Fingers van de Kunstenaar, les doigts jaunes de l'artiste. C'est un portrait de René Daniels, un artiste peintre de l'époque et néanmoins ami. Au bout de ses doigts jaunis par la peinture, Daniels tient une cigarette. Son regard est embué, légèrement ironique. À travers lui, on est tout de suite dans l'ambiance. Dans cette atmosphère si particulière, alcoolisée et décadente, qui tout au long du XXe siècle a accompagné la vie des artistes et les rituels de la bohème. En 1984, le nom de Marlène Dumas est encore peu connu. Elle est invitée en Australie, à la Biennale de Sydney, où elle expose aux côtés d'une grande promesse, l'artiste américain Mike Kelley, et d'une autre figure déjà très établie, l'allemand Anselm Kiefer. Alors que ses 2 collègues se voient attribuer une surface immense, elle ne dispose que d'un espace restreint, ce qui la pousse, dit-elle, à s'engager avec plus de détermination dans la compétition. Désormais, s'enfermer dans l'atelier pour peindre équivaut pour elle à pénétrer dans ce labyrinthe dont parle Marlène van Niekerk. C'est un geste d'immersion totale. Ce n'est pas un passe-temps pour moi, vous voyez. Ce n'est pas agréable comme manger un bon repas. L'état d'esprit idéal, le seul possible en fait pour faire un bon tableau, c'est d'être dans une telle tension et tellement dans l'instant, vous voyez. Par exemple, quand un chirurgien est en train d'opérer un patient, personne ne lui demandera de penser à des bébés, à des petits-enfants ou à d'autres jolies choses.
Il faut être là et se concentrer à 100% sur son sujet. C'est terrible, mais c'est la seule manière de vraiment travailler. En 1985, l'exposition tant attendue arrive enfin. L'affiche est très frappante. C'est une photo qui représente un groupe de lémuriens, ces petits primates aux grands yeux écarquillés, connus pour la beauté de leur chant. Ils sont photographiés de nuit, serrés les uns contre les autres. L'exposition s'intitule « The Eyes of the Night Creatures », les yeux des créatures nocturnes. 11 portraits de grande taille, où les visages, souvent le visage d'un ami ou d'une connaissance, sont peints en très gros plans, comme s'ils allaient déborder du cadre et se renverser sur le spectateur. C'est à ce moment-là que s'affirme le style et la poétique de Marlène Dumas tels que nous les connaissons. Ce fort accent porté sur l'expressivité du visage a conduit certains critiques à faire le lien entre la peinture de Dumas et la tradition des Tronies, ce genre distinctif de la peinture néerlandaise du XVIe et XVIIe siècle, caractérisé par l'interprétation psychologique des traits du visage. Dans la tronie, la figure, la trogne, revêt une grande importance et elle est souvent représentée en proie aux pulsions les plus extrêmes, le plaisir, la douleur, la jouissance, l'agonie. La différence, c'est que les tronies étaient des portraits réalisés à partir de modèles, en chair et en os, des vrais gens, des paysans, des bouffons, des mendiants. Marlène Dumas, quant à elle, est seule dans son atelier et elle peint à partir d'images. Que ce soit des photogrammes de cinéma, des polaroïdes ou des photos soigneusement découpées dans les journaux. Mon atelier est rempli de magazines, de coupures de journaux, de choses et d'autres, avec des images. Et j'ai besoin d'être seule. Il me faut du calme et de l'obscurité. Je n'écoute pas de musique pendant que je travaille. Vous voyez, je suis un peu comme un chien qui tourne en rond dans son panier sans trouver la bonne position. C'est tout un rituel et c'est très physique. Dans le silence de l'atelier, on croirait presque entendre les coups de ciseaux, tandis qu'il s'élance sur une page, sélectionne une image, l'isole, la découpe et l'extrait. Photos volées dans un vieux journal ou dans une revue porno, dérobées au quotidien et offertes au règne imaginaire de la peinture. C'est ainsi que sont nées certaines des œuvres exposées au Palazzo Grassi, telles que Fingers, Eyes Folded, Figure in a Landscape. Marlène Dumas est un peintre et une peintre aussi qui n'a pas peur de se confronter avec un certain nombre de représentations. Et ça, je trouve ça fantastique. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous donne immédiatement dans ses œuvres l'impression de déjà-vu. D'abord parce qu'elle se sert de photographie, évidemment, pour faire sa peinture, ou de poèmes, ou d'autres genres de représentations, mais aussi parce qu'il y a une qualité spectrale, on pourrait dire, dans son travail, qui, justement, nous fait comprendre que Marlène s'est confrontée avec quelque chose qui est de l'ordre du cliché. C'est-à-dire qu'elle s'est confrontée, franchement, avec ça, pour le déconstruire, pour le démonter et pour lui donner finalement sa qualité spectrale, sa qualité idéologique, on pourrait dire. Et c'est ça que je trouve absolument extraordinaire dans le travail de Marlène Dumas. La voix que nous venons d'entendre est celle d'Elisabeth Lebovici, historienne et critique d'art, autrice de nombreuses monographies d'artistes contemporains. Nous lui avons demandé de nous parler d'une toile en particulier qui s'intitule The Visitor. Cette œuvre, réalisée en 1995, fait partie de la centaine exposée à Venise et demeure l'une des plus spectaculaires et hypnotiques de la production de Marlène Dumas. La toile mesure 1,80 m de hauteur et 3 mètres de long. Nous sommes en présence de 6 prostituées, représentées de dos, qui dans un climat d'attente et de vigilance regardent vers l'entrée d'une pièce, d'où un client entrera tôt ou tard, le fameux visiteur qui donne son titre au tableau. Ces personnages, ces femmes, sont de dos, on ne voit absolument pas leur visage, ce sont des personnages qui ont des cheveux assez longs, elles ont les bras croisés dans un geste très particulier quand on attend quelque chose ou quand on est concentré sur quelque chose.
elles sont toutes en train de regarder vers une ouverture au fond du tableau, une ouverture très jaune, une sorte d'ouverture lumineuse, et elles regardent vers cette lumière jaune. Alors c'est très très intéressant parce que on ne sait pas où on est, on ne sait pas si on est à l'intérieur et qu'on regarde vers l'éclairage extérieur, on ne sait pas si on est à l'extérieur et qu'on regarde vers une fenêtre à l'intérieur. Et c'est ça toute l'ambiguïté du tableau. Alors, moi, ce qui me plaît énormément dans ce tableau, c'est évidemment la force du groupe, la force de la communauté. Marlène Dumas vit aux Pays-Bas, et dans les grandes villes des Pays-Bas, il y a évidemment tout le travail du sexe qui est une espèce d'attraction touristique. Et ces jeunes femmes nous font peut-être penser avec cette fenêtre lumineuse à des femmes qui attendent quelqu'un, quelque chose, un rendez-vous, des clients, quelque chose en tout cas. Mais en tout cas, ce qui me plaît beaucoup, c'est leur force de groupe. Ce qui me plaît aussi beaucoup dans ce tableau, c'est qu'évidemment, il me rappelle un autre tableau qui se trouve à Venise et qui est de Gian Domenico Tiepolo, qui s'appelle Un monde nouveau de 1791. C'est un tableau qui se retrouve à la Carrazzonico de Venise et où on voit aussi des gens de dos qui sont aussi en train de regarder quelque chose qu'on ne voit pas. Et c'est toute cette évocation de ce qu'on ne voit pas, cet univers invisible qui nous est donné à imaginer et pas à voir, à partir de cette communauté de femmes qui sont en train de regarder quelque chose. Et c'est toute cette question des regards, de l'inversion des regards, de la position des regards qui, moi, m'intéresse beaucoup ici. Ce qui est magnifique, c'est que on ne sait pas ce qu'elle regarde, on ne sait pas ce qu'elle voit, et on ne peut pas le voir. Et dans l'acception commune des femmes qui se montrent au regard, on l'appelle parfois du terme peep show. Cette idée de femmes qui se déshabillent pour nous, devant nous, à notre regard. Et bien là, tout d'un coup, c'est quoi le peep show? Est-ce que c'est vers quoi ces femmes regardent? Est-ce que c'est nous qui les regardons? Ou est-ce que c'est nous qui sommes regardés par cet univers? C'est une question que peut-être on peut se poser. La question du regard se pose en effet lorsque l'on scrute cet imposant tableau, en attendant, nous aussi, l'arrivée imminente du mystérieux visiteur. Sur le corps de ces femmes reposera tôt ou tard le regard masculin, ce fameux male gaze qui, au cours des 50 dernières années, a été discuté et analysé par toutes sortes de critiques, philosophes, écrivains et féministes. Un filtre très pertinent pour appréhender l'œuvre de Marlène Dumas. Male gaze, c'est un concept qu'on utilise beaucoup aujourd'hui pour lui opposer parfois un female gaze d'ailleurs, ou un lesbian gaze parfois encore. Et ce concept, il faut pas l'oublier, il a été inventé par Laura Mulvey dans les années 70, une théoricienne anglaise du cinéma, pour parler du cinéma hollywoodien. Et elle a très bien montré que dans les comédies, dans le western, dans un certain nombre de genres cinématographiques que produisait Hollywood à l'époque, il y avait des rôles préétablis pour les personnages masculins et pour les personnages féminins. Et que par exemple, c'était les héros masculins qui portaient l'action. Alors que les femmes, on s'arrêtait, par exemple, sur leur visage, comme sur une sorte de fétiche. Un fétiche qui fascinait, c'est-à-dire qui faisait à la fois envie et peur. Alors, le travail de Laura Mulvey ne s'interrogeait pas sur n'importe quel cinéma. C'était une certaine économie capitaliste, patriarcale du cinéma, qui perdure, bien sûr. Et c'est pour ça que c'est important, aujourd'hui, d'en parler encore. Ce que je trouve intéressant, c'est que Marlène Dumas, elle, dans ses peintures, ce male gaze, elle nous le montre à l'action et en même temps, elle le déconstruit. Voilà. On peut dire que c'est Marlène Dumas qui nous donne un point de vue sur le male gaze. C'est pas moi qui vous le donne, c'est elle qui vous donne un point de vue sur le male gaze. Depuis son plus jeune âge jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas peur de se confronter avec toutes ces représentations imposées, on pourrait dire, par un regard masculin, en rendant beaucoup plus ironique, beaucoup plus sensible, beaucoup plus émotionnel, en faisant bouger finalement ces représentations. Dans la même salle où The Visitor est exposé, il y a un tableau intitulé Red Moon, Lune rouge, une réinterprétation du mythe d'Ophélie. Tandis que sur un mur de la salle précédente est accroché un tableau qui provient d'une collection privée. C'est un petit tableau d'à peine 30 cm sur 24,
mais il frappe par son intensité d'émotion et par la multiplicité des plans symboliques qu'il parvient à convoquer. Si le titre en est « The Crucifixion », ce n'est pas Jésus qui souffre sur la croix, mais le petit batracien visqueux qui, dans les contes de fées, finit parfois par emporter le baiser d'une princesse, un crapaud. Dans le prochain épisode, la lagune et Venise seront notre décor. Nous monterons au premier et au deuxième étage du Palazzo Grassi pour voir de près Ophélie, le crapaud et la centaine d'autres œuvres surprenantes de l'exposition Open End. Une sorte de tendresse. Un podcast écrit par Ivan Carozzi et réalisé par Cora Media à l'initiative du Palazzo Grassi, collection Pinault à Venise. Responsable de production, Anna Nenna et Monia Donati. Édition des interviews, Francesca Botenghi. Ingé son, Daniel Van de Pope et Davide De Benedetti. Enregistrement studio, Cristiano Lellini pour Kea Sound. Doublage, Véronique Cochet, Natacha Donizo et Fiona Mende. Adaptation et voix, Chloé Barrault. Musique originale et sound design, Lost Movie. Supervision éditoriale, Sarah Poma.